Un premier cas d'Omicron confirmé ce matin en Ile-de-France. Le patient revenait d'un voyage au Nigeria. Son entourage a été placé à l'isolement. De nombreux pays continuent d'identifier eux aussi la présence de ce nouveau variant sur leur territoire. En réponse, certains décident même, vous le verrez, de se barricader. La Chine dit s'opposer ce matin à toute politisation du sport. Réaction dans l'affaire Peng Shuai après les sanctions annoncées par la WTA. L'instance gérant le circuit féminin de tennis a annoncé la suspension des tournois en Chine. Un geste en soutien à la championne chinoise, suspectée de ne pas évoluer librement. Et puis faut-il s'inquiéter des tensions à la frontière russo-ukrainienne? Depuis hier, Washington hausse le ton. Le chef de la diplomatie américaine menace la Russie de sanctions en cas d'agression contre l'Ukraine. Anthony Blinken qui rencontre aujourd'hui à Stockholm son homologue russe Sergei Lavrov. On va y revenir avec Armelle Charrier dans quelques instants. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue dans cette édition. Faut-il craindre ou non Omicron? Les infectiologues et épidémiologistes du monde entier s'activent pour en apprendre plus sur ce nouveau variant. Il faudra encore attendre, pour les plus optimistes, encore 8 à 15 jours avant d'être fixé. En attendant, cette nouvelle souche continue de se répandre. Un premier cas vient d'être confirmé ce matin dans la région Île-de-France. La France qui a décidé hier de réinstaurer des tests à l'arrivée sur le territoire pour tous les voyageurs extérieurs à l'Union européenne. D'autres pays font même encore plus et verrouillent totalement les entrées. Marc Pope. C'était un scénario prévisible. Voilà comment les autorités californiennes présentent la détection d'un cas du nouveau variant sur le sol américain. Le patient est un homme vacciné qui revenait d'Afrique du Sud. Les autorités se veulent rassurantes. We knew that Omicron was going to be here. We thought it was already here. We just hadn't detected it yet. So this is cause for concern, but it is also certainly not a cause for us to panic. We are prepared here in the city for this. Les États-Unis envisagent d'imposer des conditions de test plus strictes pour les voyageurs à l'arrivée. En Corée du Sud, où 5 cas ont été détectés, une quarantaine est mise en place pour les voyageurs étrangers. Le pays est confronté à une nouvelle vague de contamination. 단계적 일상 회복에 들어선 지 한 달이 지난 어제 국내에서 5,000명이 넘는 확진자가 발생하였고 위중증 환자도 700명을 넘어서고 있습니다. Selon l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé, ces fermetures de frontières sont inefficaces et stigmatisantes pour les pays concernés, comme l'Afrique du Sud, où le nouveau variant a été identifié en premier. This is a very strong appeal that I launch. Appeal to common sense. We have the instruments to have safe travel. Let's use those instruments to avoid this kind of, allow me to say, travel apartheid. À Pretoria, les autorités décrivent une propagation exponentielle du virus ces dernières semaines. Le variant Omicron, très contagieux, serait même déjà devenu majoritaire dans le pays. Et puis outre-Rhin, si la situation sanitaire connaît ces derniers jours une timide amélioration, elle reste globalement alarmante avec des dizaines de milliers de cas supplémentaires chaque jour et des hôpitaux proches de la saturation. Dans ce contexte, Angela Merkel, son successeur annoncé Olaf Scholz, se réunissent aujourd'hui autour des dirigeants des 16 régions du pays, les fameux Länder. L'enjeu, peaufiner un nouvel arsenal de mesures, comme nous l'explique tout de suite Anne Maillet. En Allemagne, le taux d'incidence se maintient depuis des semaines à un niveau très élevé. Dans le sud et l'est du pays, les hôpitaux sont débordés et ont transféré ces derniers jours environ 80 malades du Covid vers d'autres régions avec l'aide de l'armée. Vous le savez, le nouveau variant Omicron a également été détecté sur le territoire et tous ces éléments appellent donc de nouvelles mesures. Une réunion entre les chefs de région, la chancelière sortante Angela Merkel et le futur chancelier Olaf Scholz devrait donc formaliser aujourd'hui un certain nombre de restrictions qui visent surtout les non-vaccinés, encore très nombreux dans le pays. Ainsi, ces personnes non vaccinées ne seront plus autorisées à se rendre dans les magasins non essentiels et tous les lieux publics. Des restrictions de contact sont également prévues dans la sphère privée pour les non-vaccinés. Et puis, on s'attend également à ce que les régions soient autorisées à décréter la fermeture complète des bars, des restaurants, des commerces et des écoles si la situation épidémique l'impose au niveau local. Et c'est éclairci à présent dans une météo orageuse. Dans la brouille qui les oppose au Royaume-Uni, les pêcheurs français viennent de remporter une petite victoire. L'île anglo-normande de Guernesey leur a accordé 40 licences de pêche, un indispensable pour continuer à travailler dans certaines eaux britanniques au-delà du 1er février prochain. Paris attend désormais que Londres fasse de même. Théa Bazarevich.
C'est une prise satisfaisante pour les pêcheurs français. Dans leur filet, 40 licences délivrées d'un coup par le gouvernement de Guernesey. La ministre française de la mer salue une excellente nouvelle. La Commission européenne et la France ont bien avancé en quelques semaines avec Guernesey. Les efforts payent et le travail continue pour donner une visibilité maximale aux professionnels. Aux 40 licences s'ajoutent 3 bateaux qui viendront remplacer des navires ayant quitté la flotte française. Tous pourront continuer à pêcher au large de l'île anglo-normande, comme avant le Brexit. Le combat est pour autant loin d'être terminé. 111 licences manquent toujours à l'appel. Si Paris considère Guernesey comme un partenaire fiable, les négociations sont plus rudes avec Jersey et Londres. La France leur reproche de ne pas délivrer les licences assez vite. Avec le Brexit, les zones de pêche ont été redessinées, et ses règles avec. Pour pouvoir continuer de travailler dans certaines eaux britanniques, les pêcheurs européens doivent obtenir un permis délivré par Londres et prouver qu'ils y pêchaient déjà entre 2012 et 2016. Tout sauf une simple formalité, surtout pour les petits bateaux. Moins bien équipés, souvent dépourvus de traceurs GPS, ils peinent à prouver leur présence. Les anciens navires remplacés par des neufs sont eux aussi dans l'impasse. Il y a quelques jours, par l'intermédiaire de son secrétaire chargé des affaires européennes, le gouvernement français affirmait que la balle était dans le camp des Britanniques. Les deux pays ont jusqu'au 10 décembre, date fixée par la Commission européenne pour régler ce litige, avant d'éventuelles mesures de rétorsion. On attendait une réponse de Pékin, la voilà désormais formulée. La Chine dit s'opposer ce matin à la politisation du sport et action de l'Empire du Milieu, alors que la WTA a annoncé quelques heures plus tôt la suspension de ces tournois en Chine. L'instance du tennis dit s'inquiéter elle aussi du sort de Peng Shuai, formulant ainsi son inquiétude pour la sécurité de la joueuse chinoise, ancienne numéro 1 mondiale en double, Mark Pope. C'est une mesure sans précédent dans le tennis mondial. En suspendant ces tournois en Chine, la Women's Tennis Association frappe un grand coup. Steve Simon, son directeur général, justifie cette décision par le traitement infligé par la Chine à la joueuse Peng Shuai. Je ne vois pas comment je peux demander à nos athlètes de participer à des tournois quand Peng Shuai n'est pas autorisée à communiquer librement et a, semble-t-il, subi des pressions pour revenir sur ses allégations d'abus sexuels. La décision de l'association a des conséquences importantes. Elle représente un manque à gagner estimé à plusieurs centaines de millions de dollars en droits télévisés. Sur les réseaux sociaux, les stars du tennis ont vite réagi. Je soutiens complètement la position de la WTA parce que nous n'avons pas assez d'informations sur Peng Shuai et son bien-être. Sa santé est de la plus haute importance pour le monde du tennis. Quelque chose comme ça ne doit pas arriver. Le sort de Peng Shuai déchaîne depuis plusieurs semaines les passions. Sa disparition après avoir accusé d'agression sexuelle un ancien haut dirigeant chinois avait provoqué l'inquiétude et l'émoi dans le monde entier. Réapparue en public le 21 novembre comme spectatrice d'un tournoi de tennis à Pékin, la joueuse de tennis avait assuré être saine et sauve lors d'une visioconférence avec le président du Comité international olympique. Mais les questions et les inquiétudes sont toujours là. L'annonce de la WTA est embarrassante pour la Chine. Elle intervient à quelques semaines du début des Jeux olympiques d'hiver, organisés par Pékin en février prochain. La Russie est-elle réellement sur le point d'envahir l'Ukraine? Les tensions entre Kiev et Moscou sont allées crescendo ces derniers jours. Depuis plusieurs semaines, le Kremlin est accusé de déployer massivement à la frontière ses troupes, au point de faire sortir hier Washington de sa réserve, qui met en garde maintenant personnellement Vladimir Poutine. Explication en images avec Théa Bazdarevitch. Aux portes de l'Ukraine, il multiplie les exercices militaires. Plus de 90 000 soldats russes seraient massés ici, selon Kiev. Et leur présence inquiète les autorités. Nous allons demander aux alliés de se joindre à l'Ukraine pour mettre en place un ensemble de mesures de dissuasion, comme des sanctions économiques qui seraient imposées à la Russie au cas où elle déciderait de choisir le pire des scénarios. À savoir, une invasion de l'Ukraine. Un scénario que les États-Unis ne laisseront pas se produire. À l'issue du premier jour d'une réunion de l'OTAN prévue de longue date à Riga en Lettonie, le chef de la diplomatie américaine a mis en garde la Russie. Nous ne savons pas si le président Poutine a pris la décision d'envahir l'Ukraine. Mais nous savons qu'il est en train de mettre en place la capacité de le faire rapidement. Nous avons clairement fait savoir au Kremlin que nous riposterons en cas d'agression. Le Kremlin, de son côté, se défend de toute velléité belliqueuse.
Nous n'avons pas besoin de conflit, mais si l'Occident est incapable de contenir l'Ukraine, et au contraire l'incite, alors bien sûr nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité. Depuis l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014, l'Est de l'Ukraine est le théâtre d'une guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Le conflit a déjà fait plus de 13 000 morts. En avril dernier, de vives tensions avaient fait craindre une reprise des combats. Une autre réunion est prévue ce jeudi entre Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov. Pour mettre fin au conflit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit lui prêt à des pourparlers directs avec Moscou. Voilà, des échanges vont avoir lieu aujourd'hui à Stockholm entre Sergueï Lavrov et Antony Blinken. Armel Charrier, bonjour. On peut peut-être commencer par parler de ces échanges prévus aujourd'hui après cette prise de position des Américains qui assurent avoir des preuves d'une possible agression. Oui, et vous avez entendu d'ailleurs Antony Blinken dire on a la possibilité d'une agression, mais je ne connais pas leurs intentions quand même, parce que là, on n'est pas avec des chars qui sont à la limite de la frontière et qui en une demi-heure vont passer de l'autre côté. On est sur des manœuvres russes avec plus de monde et plus de matériel, et surtout du matériel qui a été laissé lors de précédents exercices, ce qui leur est inhabituel. Qu'est-ce que cela veut dire ? On peut effectivement avoir à un moment donné des Russes qui se mettent en route pour venir. Simplement, en termes de météo, on est au beau milieu de l'hiver et c'est pas le bon moment. Il pleut, on est à plus d'une centaine de kilomètres, c'est très boueux, difficile d'avancer pour des chars. Donc, si à un moment donné les Russes veulent envahir l'Ukraine, généralement ils ciblent plutôt le plein hiver quand les sols sont gelés et que donc dans ces cas-là ils peuvent passer. Ça nous amène à janvier-février. C'est en fait un peu de tout cela dont on est en train de parler, avec une très grande inquiétude des Américains qui du coup se propage au président Zelensky, le président ukrainien, et qui lui rachète de l'armement aux Américains, et puis on l'avait vu ces derniers temps aux Turcs carrément. Il y a de vrais enjeux donc derrière tout cela. Côté russe, l'enjeu c'est quoi aujourd'hui ? Alors l'enjeu côté russe, c'est peut-être là que se pose la question, parce que pourquoi est-ce que Vladimir Poutine irait envahir l'Ukraine ? C'est un conflit qui est gelé. Il a pris ce qui l'intéressait, c'est-à-dire la Crimée, parce qu'il la considère russe. Donc ça, il voulait la récupérer. Il l'a depuis 2014, non officiellement. C'est pas reconnu par la communauté internationale, mais de facto, il l'a. Ensuite, s'il veut effectivement faire plier Kiev, c'est beaucoup plus facile pour lui de couper le gaz que de faire rentrer des chars, dans la mesure où, si vous coupez le gaz, il fournit les 2 tiers de gaz à l'Ukraine, et on est au beau milieu de l'hiver, les gens ont froid, donc très vite, il y aura des réactions. En plus, s'il va récupérer le Donbass, c'est pas intéressant pour lui, parce que le Donbass est une région minière sous-développée, donc ça coûterait très cher aux Russes à remettre en état, et ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent sur la Crimée. Donc la logique, elle n'est pas là. Soit à un moment donné, il veut quand même avoir une empreinte territoriale, et il veut aller plus loin, mais dans ces cas, ça veut dire qu'il change de case et de logique. Soit il essaie de faire pression sur la communauté internationale en faisant croire effectivement qu'une offensive est possible et en essayant de tracter derrière, par exemple, un allègement des sanctions économiques sur la Russie en disant écoutez, si moi je retire mes troupes, dans ces cas-là, offrez-moi quelque chose et en tout cas, attablez-vous avec Zelensky pour lui faire entendre qu'il ne sera ni dans l'OTAN ni dans l'Union européenne. Merci beaucoup Armel. On suivra évidemment les échanges du jour entre Antony Blinken et Sergueï Lavrov prévus à Stockholm. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'info revient dans quelques instants sur nos antennes. Elle se poursuit également toujours sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.